Bienvenue à tous. L'intelligence artificielle a été très tôt associée au développement économique et social. On s'accorde même à dire que les applications dans le domaine de l'IA contribuent chaque jour au progrès de l'humanité et notamment à la réalisation des objectifs de développement durable. Mais où se trouve le continent africain dans cette marche du monde? Nous en parlons sur ce plateau avec M. Pao Batana. Vous êtes ingénieur en cybersécurité, directeur général d'IPNET Institute of Technology. Vous êtes aussi auteur de l'ouvrage Métiers porteurs et d'avenir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Batana. Merci Gaëtan, c'est à moi de vous dire merci pour m'avoir accueilli ce matin sur votre plateau. Alors, en quoi était-il important pour vous de consacrer votre plume à cet ouvrage Métiers porteurs et d'avenir? Bon, disons que cet ouvrage va sortir ce mois d'octobre. Et les raisons qui m'ont poussé à écrire un tel ouvrage sont les suivantes. Premièrement, d'après le Forum économique mondial, d'ici à 2025, sur les 20 métiers les plus demandés au monde, 11 seront en informatique. C'est beaucoup de métiers diversifiés. Il fallait que les gens qui veulent faire, carrière en informatique comprennent les différents métiers qui existent, les débouchés, les avantages de chacun et tout ça, et puis les profils, les compétences qu'il faut développer. Ça, c'est un. Étant donné que nous sommes en pleine révolution numérique, les autorités ont besoin que les techniciens les éclairent sur les changements qui doivent intervenir au niveau du système éducatif, même depuis le cours primaire, pour que nos jeunes puissent valablement compétir dans les Silicon Valley qui sont en cours de construction. Signalons que par exemple au Kenya, les gens apprennent déjà la programmation informatique au cours primaire. Donc l'autorité a besoin que les techniciens les éclairent, l'autorité a besoin que les techniciens l'éclairent sur les changements qui doivent intervenir au niveau du système éducatif. Le jeune qui est en 6e ou même avant a besoin de savoir qu'est-ce qu'il doit faire dès aujourd'hui pour pouvoir faire partie de ce monde-là, pour pouvoir tirer meilleure partie de la révolution numérique. Voilà pourquoi nous avons pensé à écrire ce livre. Même les autorités de l'enseignement donc, ont besoin de savoir les différentes réformes que nous proposons. Alors justement, vous qui êtes expert dans le domaine, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que nos États doivent prendre comme mesures pour s'inscrire dans cette marche du monde? Alors, les mesures sont multiples. D'abord, au niveau du système éducatif. D'accord. Aujourd'hui, je constate que 80% des jeunes qui viennent s'inscrire en licence à IPNET Institute of Technology ne savent pas se servir de l'ordinateur au moment de leur inscription. Alors que les Kenyans, par exemple, au cours primaire, apprennent la programmation informatique. Et demain, le Togolais et le Kenyan devront compétir dans les nouvelles Silicon Valley qui sont en construction. Donc, il est absolument important que les gens comprennent. Vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent qu'il faut qu'on ait des jeunes capables de développer des logiciels en intelligence artificielle avant que nos sociétés ne soient impactées. C'est faux. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Même quand vous prenez quelqu'un qui n'est même pas informaticien, mais qui sait se servir de l'ordinateur, il peut ouvrir des services, gagner de l'argent, en utilisant les outils d'intelligence artificielle. J'espère qu'au cours de l'émission, on va pouvoir avoir l'occasion d'en parler. Justement. Et dans votre ouvrage, vous déclarez que l'émergence des hubs d'innovation va permettre de créer massivement des emplois, notamment en informatique. Mais tout à fait. Alors, déjà, c'est quoi le marché de l'emploi aujourd'hui? Actuellement, beaucoup d'entreprises en Afrique vont perdre leurs informaticiens. Ils vont être absorbés par l'Europe et l'Amérique du Nord en particulier. Ça, c'est le premier phénomène. Donc, il y a déjà un besoin important dans les entreprises en informaticiens, surtout dans le domaine du développement d'applications et de l'ingénierie de logiciels. J'avais dit il y a quelques années ici que jusqu'en 2023, d'accord, jusqu'en 2023, le monde entier va manquer 3,5 millions de spécialistes en cybersécurité. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la demande même en développement d'applications est plus importante qu'en cybersécurité, d'accord. Donc, nous allons la première chose, c'est que les entreprises ont besoin d'informaticiens aujourd'hui. Deuxième chose, l'Europe et l'Amérique vont absorber les talents qui sont en informatique. Troisième chose, qui va même multiplier
le nombre d'emplois par des dizaines de milliers, d'accord, c'est l'émergence des hubs d'innovation. C'est-à-dire que depuis une décennie, les pays africains ont entrepris de construire sur leur propre sol l'équivalent de la Silicon Valley. Donc, prenons l'exemple du Sénégal, c'est Parc des technologies du numérique à Diamniadio, à Dakar, d'accord, non loin de Dakar. Et c'est un projet de 43 milliards de francs CFA. C'est déjà construit, c'est en voie d'achèvement, d'accord. À terme, ce projet va générer 100 000 emplois, d'accord. Alors, c'est quoi un hub d'innovation? Un hub d'innovation, c'est une espèce de zone franche comme la plateforme industrielle d'Adétikopé, au Togo, d'accord, mais réservée aux métiers de l'informatique. Et dans cette zone-là, vont s'installer les universités de classe internationale, de classe mondiale, les entreprises informatiques, les incubateurs de start-up, les centres délocalisés de développement d'applications et tout ce qui est comme acteur en informatique. Ils vont s'installer là-bas. Donc, le Sénégal a lancé sa propre Silicon Valley qui s'appelle le PTN, Parc des technologies du numérique à Diamniadio. La Côte d'Ivoire a lancé depuis 2014 sa propre Silicon Valley, ça s'appelle VITIB, Village des technologies de l'information et de la biotechnologie, d'accord. Et c'est à Grand Bassam, à 40 km à l'est d'Abidjan. Alors, c'est un projet qui s'étend sur 242 hectares, d'accord. Donc, ils envisagent de créer là-bas, à terme, 40 000 emplois, d'accord. Le Bénin a lancé sa propre Silicon Valley. Ça va être donc à Ouida, et ça s'appelle Semen City. C'est un projet qui s'étend sur 350 hectares. Et ils envisagent à terme donc la création de 100 000 emplois, d'accord. Le Rwanda a créé sa propre Silicon Valley, ça s'appelle Kigali Innovation City. C'est un projet qui s'étend sur 61 hectares. Là-bas, se sont déjà installées 4 universités de classe mondiale. Il y a Carnegie Mellon University, qui est l'une des meilleures universités technologiques aux États-Unis, qui a ouvert un campus dans cette zone-là. Il y a le EMS, African Institute for Mathematical Science. Cette université-là veut que le prochain Einstein soit un Africain est sorti de EMS. Il y a African Leadership University, ça c'est une université de classe mondiale créée par un Ghanéen sorti de Stanford aux États-Unis. Ensuite, il y a l'université d'État de biotechnologie qui est donc installée dans la zone. Donc dans cette zone-là, l'État veut sortir 2600 ingénieurs par an sur une période de 30 ans pour constituer un vivier d'ingénieurs qui vont donc impulser le développement de l'Afrique. Donc, vous voyez, c'est 50 000 emplois. Maintenant, il y a un projet même pharaonique qui est au Kenya qui s'appelle Konza Technology City, qui a pris aujourd'hui le nom de Konza Technopolis. C'est 2000 hectares. À terme, près de 300 000 emplois. Donc, vous voyez, donc, trois clair, c'est phénomènes. pour démontrer qu'il est important pour les États d'avoir ces hubs d'innovation. Oui, tout à fait. Parce que, alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On veut rassembler au même endroit, dans la même zone, des acteurs de l'informatique. Donc, les universités, les incubateurs de start-up. Les incubateurs de start-up, ce sont des entreprises dont le rôle est de prendre des gens diplômés pour les former, pour qu'ils soient des entrepreneurs. Et en général, l'incubateur va être un actionnaire. C'est-à-dire que quand il prend les gens, il les forme, il les finance, en espérant qu'il va se dégager des entreprises qui vont se créer là-bas, et puis il va être actionnaire. Donc, dans la même zone, les universités, les incubateurs de start-up, les entreprises informatiques, les usines de fabrication en informatique, et tout ça, pourquoi? Parce que la proximité va générer la familiarité, qui va entraîner la collaboration, et la collaboration va permettre la création de nouvelles idées et l'innovation. Donc, c'est ça le principe. Donc, ça, c'est quelque chose complètement ignoré du public, mais c'est en voie, ce n'est pas de la science-fiction. C'est que le PTN à Dakar, c'est une réalité, ça existe déjà. Le VITIB à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, ça existe. Semen City, c'est en voie, c'est déjà lancé, d'accord. Kigali Innovation City, ça existe déjà. Konza Technology, ils ont lancé le projet depuis 2013 et c'est en construction, ils vont mettre 30 ans pour le faire. Donc voilà pour les jeunes. Et pour vous, Monsieur Batana, vous mettez un accent sur la nécessité de former plutôt des intrapreneurs. Oui, tout à fait. Alors, comment vous les décrivez? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La technologie évolue tellement vite que les jeunes, les entreprises, de moins en moins d'entreprises seront capables de formuler une description de poste correspondant à la résolution des problèmes donnés. C'est-à-dire, les entreprises sont là, mais elles ne savent pas que
il existe un tel profil de professionnel qui peut venir me régler tel type de problème. Donc, d'où la nécessité de former ce qu'on appelle les intrapreneurs. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui former des entrepreneurs ou, à défaut, des intrapreneurs. Alors, c'est quoi un intrapreneur? Pour comprendre le sens d'un entrepreneur, Steve Jobs disait ceci. Nous n'embauchons pas les gens intelligents pour qu'ils viennent qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Nous embauchons les gens intelligents pour qu'ils viennent nous dire ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, en technologie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que les gens qui sont diplômés puissent aller vers une entreprise et lui dire, voilà comment vous fonctionnez, mais voici ce qu'on peut faire pour améliorer votre performance financière ou votre réputation, tout ça. Et moi, je suis une solution. D'accord? Je vais prendre un exemple concret. Cette année, à IPNet Institute of Technology, chaque année, on a le premier samedi de chaque septembre, on organise ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. Donc, les étudiants sont formés pour implémenter, résoudre au moins 3 problèmes réels dans le parcours licence. Et le premier samedi de chaque septembre, on invite les recruteurs, les directeurs informatiques et puis le grand public pour venir suivre les démonstrations de ce qu'ils savent faire. D'accord? Donc, cette année, un étudiant de première année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déployé donc une plateforme qui permet de faire ceci. Une entreprise aujourd'hui fait de la publicité sur son site web, par WhatsApp, par Facebook et par différents réseaux sociaux. Donc cette plateforme permet de centraliser tout, de faire en sorte que toutes les questions que les gens posent à travers ces différents réseaux sociaux soient centralisées sur une plateforme, d'accord, de gestion de relations clients, d'accord. Bon, maintenant, actuellement, il a fait la démonstration le jour des journées de portes ouvertes. Mais actuellement, il est en train de connecter l'intelligence artificielle à cette plateforme-là pour que les réponses aux prospects se fassent automatiquement. D'accord? Actuellement, donc, après avoir centralisé, donc, quand il fait ça dans une entreprise, les commerciaux répondre aux questions et puis le responsable commercial peut superviser l'efficacité des commerciaux, le nombre de gens qui ont posé des questions, à combien on a répondu, quels sont ceux qui sont en train de passer, comment des choses comme ça. Mais dans la phase suivante, dans la démonstration qu'il va faire l'année prochaine, donc il va connecter ChatGPT à cette plateforme de gestion de relations clients pour que les réponses se fassent automatiquement. Demandez-vous combien d'entreprises sont au courant qu'aujourd'hui qu'on peut faire ça. Il n'y en a pas beaucoup. Alors oui, M. Batana, alors, pendant que vous louez les prouesses de cette intelligence artificielle, vous parlez de la nécessité de former les intrapreneurs pour, dites-vous, réduire le chômage chez les jeunes. Tout à fait. Mais il y a une forte crainte chez d'autres que l'intelligence artificielle supprime plutôt des postes. L'intelligence artificielle va supprimer des postes. Donc, prenons même à partir de l'exemple que je suis en train de donner. Actuellement, dans les entreprises, il y a des gens pour régler, par exemple, quand les gens font la publicité et puis les prospects répondent, il y a des gens pour répondre. Maintenant, si demain matin, vous avez un informaticien qui arrive, il va voir l'entreprise, il vous dit, OK, moi je vais centraliser tout ça, en plus je vais mettre l'intelligence artificielle qui va répondre à toutes les questions. Avec l'envoi des factures pro forma, tout ça, tout ce que vous voulez. De manière automatique. Ça veut dire que celui qui faisait ce travail-là, il va le perdre au profit de l'informaticien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important que les gens cherchent à vraiment développer la compétence dans le domaine informatique justement. Oui, justement, est-ce que ce n'est pas contradictoire de parler de la réduction du chômage chez les jeunes à travers cette intelligence artificielle alors que nous avons des craintes? Bon, alors, si vous prenez, on parle de l'exemple dont je viens de parler tout à l'heure, oui. Calculez le nombre d'entreprises qui ont besoin de ça. Quasiment toutes les entreprises qui ont un produit, un service à faire connaître au monde ont besoin de quelqu'un comme ça. Donc, imaginez combien d'emplois peuvent être créés. D'accord? Il y a des entreprises où aujourd'hui cette question était traitée manuellement, mais elles ne sont pas nombreuses. Mais voyez, si quelqu'un est capable d'aller faire ça dans chaque entreprise, ou ça veut dire qu'en général, chaque entreprise aura besoin d'à peu près quelqu'un comme ça, ou bien en tant que prestataire ou en tant qu'employé. Donc, imaginez ces de milliers d'emplois que ça peut créer. Et donc, ça va propulser, ça va permettre aux entreprises d'être plus performantes et même d'embaucher dans d'autres secteurs aussi. Donc, effectivement, ça va supprimer des postes pour les gens qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont plus à la page, mais ça va créer beaucoup d'autres emplois, justement. Alors, on a parlé des hubs d'innovation. Quelle est l'importance de la proximité de ces universités, start-up, incubateurs et accélérateurs de start-up, des usines et fabricants dans un même lieu géographique, dans ces hubs d'innovation? Bon, voilà. Donc, en fait, c'est la proximité
qui va générer la familiarité. La familiarité entraîne la collaboration. Imaginez à Kigali Innovation City, il y a une usine de fabrication de médicaments. Et dans le même endroit, il y a une université en biotechnologie. Bon, pendant la pause, dans un restaurant, l'étudiant est assis à la même table que l'ingénieur qui est en train de fabriquer les médicaments. Donc, imaginez comment ça peut... C'est-à-dire que dans la même zone, il n'y a que des discussions autour de la technologie. Vous voyez? Donc, ça va créer la familiarité, ça va engendrer la collaboration et ça va permettre l'innovation. C'est très important que tous les acteurs soient dans la même zone. D'accord? Et même dans beaucoup de pays, c'est dans la même zone qu'ils construisent le data center, par exemple. D'accord? Les agences de l'État, par exemple, pour gérer toutes les questions de cybersécurité, d'informatique et tout ça, tout le monde se retrouve là-bas. Donc, les étudiants côtoient les spécialistes, tout ça, et donc c'est ça qui permet vraiment de faire l'innovation, d'accord? Alors, vous avez donné l'exemple d'environ 6 pays qui sont en train de créer ce qu'on peut appeler leur Silicon Valley. Ouais. Est-ce que l'Afrique n'est pas en train d'accuser du retard dans cette dynamique mondiale? Alors, j'ai parlé des pays, mais je n'ai pas parlé du Togo. Le Togo, dans l'axe, la feuille de route gouvernementale Togo 2025, dans l'axe 3, il est prévu la création d'un hub d'innovation. Donc, bon, mais aujourd'hui, il y a les petites structures comme Dianta Tech Hub, Minodou, Welab et tout ça, mais c'est vraiment très très petit. Mais le gouvernement prévoit la création, donc c'est prévu dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, dans l'axe 3, et c'est prévu la création d'un hub d'innovation au Togo. Donc le Togo va faire effectivement partie de ces pays qui ont décidé de créer leur propre Silicon Valley. Et avant, j'avais omis 3 grands pays. Enfin, ils sont hors échelle, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Eux, ils ont vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de décrire, ce qui se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire et tout ça. C'est vraiment à des échelles beaucoup plus, infiniment plus grandes. Donc, effectivement, je pense que, parce que, vous voyez, d'ici à 2050, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand on prend l'Amérique du Nord et l'Europe, la population diminue et elle vieillit. C'est pour ça que les gens viennent rapidement recruter les gens ici, même qui sont formés, qui travaillent ici, ils viennent les recruter pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Pendant ce temps, 70% des Africains ont moins de 30 ans. D'ici à 2050, un habitant sur 3 sur la planète de 15 à 29 ans sera en Afrique. Parce que notre population avoisinerait les 2 milliards 500 millions. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune sur 3 d'ici 2050 sera en Afrique. Donc, pendant les décennies qui sont parties, la Chine était l'usine de l'Afrique, enfin du monde entier, d'accord? Mais si on ajuste bien les politiques des systèmes éducatifs et on crée les hubs d'innovation et tout ça, c'est possible que l'Afrique devienne demain, enfin, les développeurs, les acteurs dans le génie logiciel, le développement d'applications web, intelligence artificielle, sciences de données, cybersécurité, tout ça. On va parler de la nécessité de réforme de notre système éducatif. Mais tout à fait. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.